Bienvenue dans cette troisième rencontre ou dialogue du musée du Quai Branly, troisième d'un cycle qui a été lancé cette année par le musée pour parler du continent africain. Alors peut-être que certains d'entre vous ici ont déjà assisté à l'une ou l'autre, ou les deux précédentes tables rondes animées par mon collègue de France Culture, Xavier Mauduit, qui lui se consacre à des discussions autour de l'Afrique ancienne. Il anime le cours de l'histoire sur France Culture. Pour ma part, j'anime sur France Culture une émission qui s'appelle Culture Monde. Et donc je suis là pour ce cycle de conférences, davantage pour faire parler nos invités de l'Afrique plus contemporaine et d'enjeux plus contemporains, comme c'est le cas ce soir sur les nouveaux souverainismes en Afrique de l'Ouest. Et je précise aussi que je suis là également en tant que présidente d'une association ou d'un média qui s'appelle l'Onde Porteuse, qui fait de la réinsertion professionnelle par la radio et qui trouve du sens dans le fait d'animer ce genre de rencontres. Alors, je m'arrête là et je présente tout de suite nos invités de ce soir. Francis Patindé, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique, également au journal Le Monde. Vous êtes pour votre part originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest qui n'a pas connu récemment 2 coups d'État, mais une tentative quand même en décembre qui répond peut-être à d'autres dynamiques. Mais voilà, vous êtes originaire du Bénin et vous connaissez très bien la région. Yvan Guichawa, sur ma droite, bonsoir. Bonsoir. Chercheur en analyse des conflits internationaux, vous étiez jusqu'à encore très récemment enseignant à la Brussels School of International Studies et vous vous consacrez désormais entièrement à la recherche au sein du Centre de Bonn pour les études de conflits. Et je précise qu'à partir de 20h30, vous pourrez, si vous le souhaitez, poser des questions à nos invités. Alors, c'est vrai qu'on a eu l'impression ces dernières années, depuis 2020, que l'Afrique de l'Ouest progressait en coup d'État, en distillant un peu ici et là ces colères et ces feux aux poudres, des juntes qui ont pris le pouvoir, qui dans leur discours disent vouloir un peu tout remettre à plat, remettre les compteurs à zéro pour partir sur de nouvelles bases. Alors les 3 États qu'elle dirige, dont on va parler ce soir, en particulier, sans doute pas seulement, mais en particulier, qui sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont annoncé, c'est tout récent, avant-hier, qu'ils quittaient l'Organisation internationale de la francophonie. Donc c'est un nouvel acte posé dans cet éloignement, cette rupture même qui a été amorcée il y a quelques années dans ces pays avec la France, avec les anciens partenaires de leurs prédécesseurs. Les connexions internationales anciennes qu'elles éliminent sont remplacées par d'autres connexions. On verra d'autres partenaires avec de nouvelles règles aussi. Donc il s'agit ce soir à la fois de raconter la façon dont gouvernent ces juntes, comment elles se connectent aussi à leur population, avec quel discours, avec quelles réserves peut-être aussi émises de la population civile quand elles ont l'occasion de l'exprimer, les nouveaux partenariats qu'elles mettent en place, comment aussi elles tentent de récupérer la main, c'est très intéressant, sur les ressources minières au nom de la souveraineté. Et question subsidiaire, qu'est-ce qu'elles font aussi, que feront-elles de l'argent ainsi récupéré de ces ressources? Et on a vu encore ces derniers jours qu'au Mali, par exemple, l'armée est accusée d'exactions contre des civils, c'est pas très clair, les sources divergent, dans des zones tenues par des groupes rebelles, voilà, et avec des civils qui sont morts notamment dans la région de Tombouctou. Francis Patindé, pour commencer avec l'actualité la plus récente, le fait que le Mali est à son tour avant-hier, au lendemain du Niger et du Burkina Faso, annoncé qu'il quittait l'Organisation internationale de la francophonie. Comment faut-il le lire? Déjà, ces pays d'Afrique de l'Ouest avaient annoncé que le français ne serait plus qu'une langue de travail il y a déjà quelques mois. Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est réellement ça va vraiment avoir une influence dans à la fois la façon dont le français est parlé dans ces pays et surtout dans les liens qui peuvent exister entre ces juntes et l'extérieur, pour le dire vite. Bonsoir et merci de nous recevoir ce soir. Alors pour répondre à la question, je pense que c'est un pas supplémentaire en direction de la rupture totale avec pas seulement la France, mais avec, on va dire, l'extérieur, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, là où ça devient intéressant, c'est que la francophonie a été portée sur les fonds baptismaux ou à Niamey. La francophonie a été créée en 1975 à Niamey. Parce que, en fait, à Niamey, au Niger. Au Niger, voilà, c'est ça. Donc, la francophonie a eu comme père spirituel le président Senghor du Sénégal, le président Georges Pompidou de France,
le président Amani Diori du Niger et le président Habib Bourguiba de Tunisie. Et donc ça a vraiment une portée assez forte, mais c'est une rupture, un élément de plus dans la distanciation, dans la prise de distance par rapport à la France, par rapport à... Et c'est comme ça qu'il faut interpréter la chose. Et vous savez que maintenant, ces trois pays sont en alliance. Ces trois pays forment ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel, AES, et donc ils prennent, quand l'un prend une mesure crescendo, les autres suivent automatiquement, et c'est ce qui vient de se passer pour la francophonie. Juste une dernière précision, au moment du coup d'État au Niger, il y a 1 an et demi, la francophonie a pris des sanctions contre ce pays. Donc il y avait quelque chose qui ne passait pas depuis, donc ils attendaient le bon moment pour rompre. Le Mali disait d'ailleurs, la junte au pouvoir au Mali a justifié avant-hier sa décision de quitter l'OIF en disant qu'en instaurant ces sanctions, l'OIF avait puni la population malienne. Yvon Guichaoua, enfin c'est pas exactement dans ces termes que ça a été dit, mais il y avait toujours cette façon de ramener à la population malienne, à l'intérêt que porte la junte malienne à cette population. Néanmoins, au quotidien, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que les langues parlées dans les pays d'Afrique de l'Ouest ne sont pas déjà au quotidien toutes les langues qui ne sont pas le français, en fait? Alors, effectivement, si on prend l'OIF comme un organisme, une organisation qui s'occupe essentiellement de la promotion de la langue, je doute qu'il y ait une modification dans le quotidien des populations sahéliennes. Le message de sortie de l'OIF, c'est quand même peut-être plutôt un message politique, parce que l'OIF, au-delà de la défense de la francophonie, c'est une sorte de club d'influence qui permet d'avoir des discussions un petit peu informelles sur des sujets d'intérêt commun et autour du rôle que pourrait jouer la France dans la région. Donc, si on regarde le mandat officiel de l'organisation, oui, je ne pense pas qu'il y ait des modifications majeures pour les populations. En termes politiques, ça ne se traduira pas non plus par des manifestations nécessairement concrètes, mais en tout cas, il y a un retentissement international qui est assez évident. Donc davantage d'une décision politique, une décision qui aura des effets sur la société. J'avais appris pour préparer une émission il n'y a pas très longtemps sur la langue française en Afrique qu'au Mali, par exemple, il y a des groupes, alors en dehors de la junte, ce sont des groupes citoyens qui se mettent à travailler sur des contes pour enfants en Bambara, par exemple, en faisant en sorte de demander à ChatGPT dis-moi quelles bêtises les enfants sont susceptibles de faire, et ensuite de faire le tri entre les bêtises qui peuvent être reprises à leur compte par les enfants maliens et les autres, et ensuite ils font traduire en Bambara par Google. Voilà, j'avais trouvé cette anecdote amusante. Donc là, plutôt un acte politique. Est-ce qu'on commence à y voir plus clair? Francis Patindé, ça fait maintenant, on est en 2025, donc ça fait bientôt 5 ans que le coup d'État a eu lieu au Mali. Le Burkina Faso, c'était donc 2023. Le Niger, le Burkina Faso 2022, le Niger 2023. Est-ce qu'on commence à y voir plus clair aujourd'hui sur les projets politiques de ces juntes, au-delà des mots et de la rhétorique, de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle? On ne voit pas encore, on voit plutôt tout ce qui est un peu la négation de quelque chose. Par exemple, quitter, et vous savez, ces 3 pays étaient membres de ce qu'on appelle la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Ces pays ont quitté, effectivement, depuis le 28 janvier dernier, c'est parce qu'il fallait une année de préavis. Donc ces pays ont quitté la communauté régionale qu'ils ont contribué à créer et qui permettait, avant même l'Union européenne, la libre circulation des personnes et des biens. Donc moi, avec un passeport béninois, je peux aller du Cap-Vert jusqu'à Lagos au Nigeria sans visa. Voyez, donc c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc ils ont décidé de quitter. Ils privent l'espace communautaire de la façade sahélienne. Donc on n'a plus de passerelle pour aller au Maghreb, par exemple. Mais en même temps, eux, ils se privent de l'accès à la mer. Parce que les 3 pays dont on parle sont des États sahéliens qui n'ont pas d'accès à la mer. Il se pourrait que dans les mois à venir, un autre pays les rejoigne. Le pays dont il est question, c'est le Togo. Le Togo, le ministre des Affaires étrangères du Togo, de façon récurrente,
parlent de l'intérêt du Togo pour l'AES, donc ce qui leur donnerait peut-être tout de suite une façade maritime. Mais quand un programme social, le programme économique et tout, rien n'est encore clair. Je sais par des banquiers de la région, surtout les banques centrales, que c'est des pays lourdement endettés, les 3 pays. Et même les Maliens aujourd'hui ont 3 heures d'électricité par jour. C'est des choses. Il y a des arriérés de salaire au Mali, vous voyez. Ça c'est le. Ceci dit, moi je pense que leur discours doit être écouté. Le discours souverainiste, il doit être écouté. Et je fais un petit distinguo quand même entre la quête de souveraineté, de nouvelle souveraineté en Afrique de l'Ouest et ailleurs, et le souverainisme. La quête de nouvelle souveraineté, elle est réelle. Elle émane de gens qui n'ont pas connu la colonisation, qui n'ont pas connu le soleil des indépendances, des gens qui n'ont pas connu la première décennie après l'indépendance. C'est des jeunes. Vous savez qu'en Afrique, 3 Africains sur 4 ont moins de 30 ans. C'est une donne. Donc ça émane, cette jeunesse estime qu'elle n'est pas indépendante, que l'indépendance des années 1960, elle est purement nominale et qu'ils ont besoin d'une autre indépendance qui passe par la multiplication des partenaires, qui passe par la souveraineté monétaire, qui passe par le départ des troupes étrangères basées dans ces pays. C'est une quête qui est largement partagée et elle ne se limite pas au Sahel. Si on creuse un peu, les autres pays, même d'Afrique, francophones d'Afrique centrale, caressent la même idée. Pour le moment, il n'y a pas tous les ingrédients pour que ça explose. Yvan Guichawa, c'est vrai que là on parle de 3 États qui, comme s'il s'agissait d'une dynamique semblable, alors que les itinéraires politiques de ces pays sont tous assez différents et néanmoins, qu'avez-vous à répondre, puisqu'il s'agit de dialogue du musée du Quai Branly. Mais alors, les 3 États en question avaient un point commun, qui était qu'ils étaient des États en guerre et fortement menacés par l'expansion djihadiste. Et donc, les coups d'État prennent place dans un contexte qui est déjà fortement militarisé, où il faut vaincre un ennemi, et un ennemi qui prend de plus en plus de place, et qui occupe de plus en plus de zones, et qui contrôle de plus en plus de populations. Et ce contexte-là dure depuis 10 ans, puisque l'intervention internationale au Mali, puis à un moindre degré au Niger et au Burkina, a démarré avec l'opération Serval en 2013. Et en 2013, les Français arrivent, en quelques semaines, ils repoussent les djihadistes dans des zones rurales, lesquelles se refont une santé et finalement reprennent des forces et se relancent à l'assaut de territoires plus vastes. Ces pays-là vivent 10 ans de dégradation continuelle de leur état sécuritaire et voient une intervention étrangère qui n'est pas juste militaire, puisque en complément de l'opération Serval puis Barkhane, il y a eu la MINUSMA, donc la mission de paix des Nations Unies au Mali. Il y a eu tout un tas de dispositifs de l'Union européenne. Toute la communauté internationale s'est un petit peu mobilisée pour mettre en place ce qu'on pourrait appeler un dispositif de stabilisation, c'est le mot un peu consacré. Tout ça ne marche pas pendant 10 ans en fait. Et donc, la priorité principale, c'est quand même de remettre de l'ordre et de rendre leur sécurité aux populations. Donc finalement, les militaires arrivent comme une sorte de candidat naturel pour abattre ce système qui ne mène apparemment nulle part aux yeux des populations. Ils surfent un petit peu sur des échecs de tentatives de stabilisation qui étaient en place depuis quelque temps. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Francis sur le fait qu'il faut un peu distinguer 2 étapes. C'est-à-dire que en arrivant au pouvoir au nom de la souveraineté, en disant ok, vous avez été plus ou moins en train de piloter notre avenir au cours des 10 dernières années, ça n'a pas marché. À nous maintenant de dire ce qu'on a envie de dire et de reprendre en main notre histoire. Cette aspiration-là, elle est finalement assez légitime vu le contexte de détérioration générale.
Et ça révèle aussi tout un tas de faillites de l'aide internationale, donc faillite au plan sécuritaire, faillite de la démocratie, parce que les élites en place, les partis politiques qui incarnaient soi-disant la démocratie, étaient souvent des élites corrompues. Donc les militaires arrivent au pouvoir et pointent du doigt tous les problèmes qui existaient. Sauf que maintenant, ça va faire près de 4-5 ans qu'ils sont au pouvoir, comme vous l'avez dit, et on pourrait commencer presque à établir un petit peu un bilan de leur action. Et là, c'est une autre histoire. Ouais. Mais bon, je m'arrête là, et puis on peut développer cet aspect. Oui, on peut développer. Juste, peut-être le Niger est un peu, peut-être pas une exception, mais un peu à part dans cet exposé, puisqu'il me semble, mais c'est vous les spécialistes, qu'il était un petit peu moins exposé au djihadisme, et que si Mohamed Bazoum avait en effet accepté une intervention française, c'était aussi suite à un débat parlementaire. Donc il y avait une forme, alors sans doute pas exemple de reproche, mais de démocratie au Niger. Oui. Est-ce que les mots employés ensuite par les militaires quand ils prennent le pouvoir au Niger sont les mêmes que ceux du Mali et du Burkina Faso? Est-ce qu'ils sont dans une rhétorique vraiment similaire, alors même qu'encore une fois, les contextes sont quand même un petit peu différents? Monsieur Kpatindé. Je pense qu'au début, les arguments qu'ils ont utilisés rétrospectivement, quand on les analyse, on trouve que c'était du foutage de gueule, si je puis m'exprimer ainsi. Et parce qu'ils ont dit qu'il y a l'insécurité, les civils démocratiquement élus comme le président du Mali, Ibeka, donc Ibrahim Boubacar Keïta, ou un Roch Kaboré élu au Burkina Faso, bon, ce qui était corrompu, mais également qui n'arrivait pas à assurer la sécurité. Mais aujourd'hui, la situation est pire qu'avant. Il y a toute une partie du Burkina Faso, la partie qui jouxte le Bénin et le Togo, où il n'y a pas d'administration, il n'y a rien là-bas. Et donc, c'est vraiment un no man's land dont profitent les djihadistes pour attaquer les pays plus au sud. Donc, c'est vraiment, en fait, au Mali, il y avait des remous politiques, une élection mal gérée, donc le terreau était favorable à cela. Au Burkina Faso, parce qu'au Mali, il ne faut pas oublier, il y a eu 2 coups d'État au Mali, 2 coups d'État au Burkina Faso et 1 coup d'État au Niger. Donc, au Burkina Faso, c'était une sombre histoire de partage de magots entre militaires qui a occasionné le second coup d'État. Et au Niger, ça n'a rien à voir de souveraineté, ni souverainisme, ni révolution. C'est parce que l'actuel chef d'État était menacé dans son poste. Parce que c'était l'aide de camp de l'ancien président et qu'il l'a laissé à son successeur et il voulait s'en débarrasser. Et donc, c'est une histoire de vengeance personnelle. Le discours souverainiste vient après se greffer sur cette affaire. Oui, sur les trajectoires différenciées des 3 pays, effectivement, on a maintenant une convergence dans le sein de l'Alliance des États du Sahel, où finalement les 3 pays essayent de parler d'une voie commune, et notamment pour ce qui concerne les décisions de politique étrangère. Chaque pays arrive à son coup d'État par des chemins un petit peu spécifiques, et chaque pays aussi gère la menace sécuritaire à sa manière. Et donc, peut-être... on peut en parler aussi. Ça me paraît très important de distinguer les choix qui ont été faits en matière de, disons, défense du pays par les 3 pays. Mais pour ce qui est de la période qui mène au coup d'État, du côté malien, on a une mobilisation populaire non militaire, en fait, et de contestation d'Ibrahim Boubacar Keïta, et une contestation qui était assez massive, et même très courageuse. On a eu des jeunes qui sont tombés sous les balles d'une force qui s'appelle la Forsat, force antiterroriste. Des femmes, beaucoup. Ouais, c'était vraiment des journées absolument tragiques, et les militaires arrivent, raflent la mise d'une certaine manière, s'associent. Alors il y a une sorte de relation un petit peu ambiguë avec le mouvement politique principal qui était à l'avant-garde de ce mouvement, pour dire on va parachever la mobilisation populaire. Donc les militaires arrivent ex post, alors que la société est déjà en ébullition. Dans le cas de Ibé, donc capitaine Traoré au Burkina, les choses se font de manière concomitante. C'est-à-dire que, comme l'a dit Francis, le point de départ est probablement lié à des rivalités au sein de l'appareil militaire. Le gars lance son initiative, il voit que potentiellement ça peut lui échapper, et il lance les populations dans la rue
pour dire, voilà, il faut absolument défendre la révolution, il faut absolument défendre le changement de régime qui est en place. Les gens se déploient au rond-point, etc. Et finalement, l'amalgame des militaires et des soutiens des militaires fait que ça passe. Alors que c'était un petit peu tangent, c'est-à-dire qu'il n'était pas gagné dès le départ que les militaires allaient finalement s'imposer. Et dans le cas du Niger, il y a plusieurs théories. Je ne suis pas sûr que la théorie d'Herman Tiani menacé soit la principale. Il y a vraiment 4-5 théories différentes. Le général Tiani, donc, qui est aujourd'hui à la tête du Niger. Oui, et qui était... alors, une des théories les principales qui a émergé au début, c'était qu'effectivement, Bazoum voulait s'en débarrasser, voulait le mettre à la retraite, et lui voulait garder la main sur ses petites rentes. Et du coup, il lance quelque chose, mais en même temps, lui-même ne représente pas toute l'armée, donc il a dû tricoter des alliances avec d'autres corps d'armée. Ça a été une affaire compliquée qui a duré plusieurs jours. On ne sait pas ce qu'a fait l'ancien président Issoufou dans l'intervalle, mais on sait qu'il n'était pas tout à fait chaud pour une intervention extérieure et qu'il a lui-même essayé de concocter une alternative à Bazoum parce que Bazoum était en train de défaire son héritage. Mohamed Bazoum, donc le président déchu du Niger. Je vous en prie. Tout l'élément de contexte, qui est toujours emprisonné, au passage. Et donc, bon, je pense que l'histoire de cette période-là reste encore à écrire. Il y a tout un tas de supputations. Finalement, les militaires verrouillent l'affaire et, a posteriori, effectivement, agitent l'argument de la souveraineté retrouvée et commencent à le faire d'ailleurs de manière assez extrême, mais beaucoup plus rapidement que leurs prédécesseurs au Burkina et au Mali. Ils dégagent les Français très très vite. Ils ont, comme s'ils avaient retenu un petit peu la leçon de leurs prédécesseurs et qui déroulaient le script à toute vitesse pour créer une espèce de fait accompli et faire en sorte d'avoir les coups des franches pour avancer. Ce qui est intéressant, c'est que les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger sont des hauts gradés, c'est des gens totalement choyés, qui avaient leur petite carrière, qui n'étaient pas des jeunes fougueux révolutionnaires. C'est pas tout à fait le cas au Mali non plus, disons qu'ils étaient dans un niveau intermédiaire. Par contre, au Burkina, là pour le coup, c'est quelqu'un de très très jeune, et peut-être que ça se traduit d'ailleurs dans sa manière de gouverner aujourd'hui. Mais donc oui, il y a des distinguos à faire entre les différents pays et dans les cultures militaires et les profils de ceux qui prennent le pouvoir. Je suis désolé si je suis un petit peu long, mais je disais tout à l'heure que ces coups d'État révèlent toutes les faillites antérieures et des faillites qu'on peut mettre sur le compte de ceux qui étaient au pouvoir et sur leur soutien extérieur, notamment occidentaux. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que parce qu'il y a une faillite de la démocratie libérale ou il y a une faillite de l'appareil sécuritaire, etc., il y a nécessairement un coup d'État. Il y a une étape entre la prise de pouvoir des militaires et la faillite du régime antérieur, qui est celle de la prise de décision des militaires. Il faut, et ça permet de comprendre aussi ce qui se passe ensuite, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, s'arrêter et dire à quoi ressemble l'institution militaire, qui sont les gens qui sont en place, pourquoi ils ont envie de prendre le pouvoir, pourquoi ils ont envie de s'immiscer dans la vie politique. C'est pas gagné d'avance tout ça. Et moi, j'ai vraiment été assez agacé pendant toute une période où on avait l'impression qu'il y avait cette contagion de coups d'État et tout me dire, oh là là, regardez, tout le monde, tout est en train d'être détricoté, c'est la faillite de l'Occident dans la région. Il ne faut pas oublier qu'il y a des vraies personnes qui prennent la décision de prendre le pouvoir et qui ont des intentions et qui ont un projet ou pas de projet, mais il faut essayer de décrypter ça aussi. Et pas juste analyser ces coups d'État comme juste la faillite. La faillite est bien là, et on peut la disséquer autant qu'on voudra, mais il y a aussi les militaires à un moment donné, et qui ne sont pas juste le symptôme d'une faillite. Ils sont des vrais gens avec des armes qui prennent le pouvoir dans des contextes un petit peu particuliers et qui ensuite vont exercer le pouvoir avec leurs catégories de pensée, leurs agendas, leurs influences, etc. Ce que vous appelez la culture kaki. Oui, ça peut être la culture kaki, mais ça peut être aussi des intérêts d'assez court terme. Bon, voilà, il faut être un peu sociologue de l'institution militaire aussi pour comprendre les coups d'État. Pas juste dire les coups d'État, c'est parce que la démocratie a foiré, pour dire les choses de
manière un petit peu familière. Même si c'est ce qu'eux disent beaucoup dans leur discours et parlent souvent de la gabegie des gouvernements précédents, de la corruption, de l'impunité. Et néanmoins, s'ils n'ont pas été élus, par définition, ils ont pris le pouvoir par des coups d'État, comment mesurer le soutien populaire dont il dispose Francis Kpatindé, le fait, par exemple, qu'on ait vu après le coup d'État au Niger des grandes scènes de liesse dans un stade de foot à Niamey, est-ce que ça révèle quelque chose ou rien de plus qu'une image à un moment donné, un instantané dans un stade de foot à Niamey? Bon, il y a une chose qui est vraie et qui dépasse même le cadre du Sahel, c'est que la France est impopulaire en Afrique, en tout cas auprès des jeunes, dans la plupart des pays, y compris des pays comme le Gabon, qui sont des pays, y compris le Sénégal, qui est quand même, depuis les États généraux, c'était vraiment le pays chouchouté par la France et tout. Et la France est impopulaire. Pourquoi? Parce qu'elle est restée trop longtemps. Et elle est restée dans un cadre qui n'était pas le meilleur. C'est-à-dire qu'il y avait trop de présence. Je ne parle même pas de France-Afrique et tout, il y avait trop de directives. Les jeunes, ils parlent de diktat. La monnaie, même a maigri, le franc CFA a maigri comme il est aujourd'hui. Les gens pensent qu'il y a toujours le lien ombilical, soit Paris, soit avec Bruxelles, et ça, ils n'en veulent pas. Vous voyez, et puis, il y a quelque chose de malaisé, d'incongru, qui est dans des pays africains, des bases françaises, 65 ans après les indépendances. Il n'y a aucune raison qu'il y ait ces pays, il faut les considérer comme grands, autonomes. C'est à eux d'assurer leur défense. Ils peuvent faire appel à des gens pour les aider, mais c'est inconcevable qu'il y ait des bases militaires dans des pays africains aujourd'hui. Donc ça parle. Ça parle, c'est visible. Et ce qui se passe ces derniers temps est très intéressant parce que vous avez dû remarquer, les gens n'agressent pas les Français. La communauté française qui est là-bas, ils n'agressent pas. Ils ont un contentieux avec l'État, avec la manière dont les relations entre la France ont été gérées depuis les indépendances. Et donc c'est ça qui est... Les gens, ils ont deux, c'est la monnaie et ils ont les militaires. Maintenant, on est en train de dégraisser. Bon, il en restera 100 ici, 100 autres là-bas, mais même ça, c'est trop. Je pense qu'il faut les laisser libres, assumer leurs propres acquis, leurs propres erreurs. C'est ça, les grands peuples, c'est d'assumer soi-même. Il ne faut pas les considérer comme des grands enfants, il faut arrêter de penser ça. Et le phénomène ne touche pas que les politiciens français. Ça touche le monde académique, ça touche la presse. Moi, je suis de la presse et du monde académique. La manière, le regard qu'on pose sur l'Afrique, il faut commencer à changer ce regard. Donc, vous voyez, donc ça touche le monde des affaires, le monde académique, le monde médiatique, le monde politique. C'est ça qu'il faut changer. Et la première des révolutions, elle doit venir de France et pas d'Afrique. Et sur le continent, et notamment en Afrique de l'Ouest, se créent aussi des instituts de recherche, j'allais dire endogènes, mais qui se revendiquent comme vraiment avec un regard africain, un regard de l'intérieur. Le Timbuktu Institute, par exemple, pour Culture Monde, l'émission que je présente sur France Culture, on fait de plus en plus appel à eux à chaque fois qu'on fait une émission sur le continent africain, et c'est toujours très riche et nécessaire. Est-ce que vous pensez, Yvon Guichawa, comme l'intellectuel sénégalais Felwine Sarr, que le sentiment anti-français, c'est une expression d'abord française pour maquiller en projection irrationnelle ce qui est d'abord une question politique? Le sentiment anti-français, est-ce qu'il existe dans les pays d'Afrique de l'Ouest? Oui, moi j'ai toujours été un petit peu effectivement gêné par cette expression parce que, bon, d'un point de vue franco-français, peut-être que ça a du sens de dire... Voilà, on avait des militaires qui faisaient des sacrifices réels pour lutter contre le terrorisme loin de chez eux, qui se font jeter dehors de manière assez brutale. Et bon, je peux comprendre que dans les milieux et dans l'opinion publique française, il y a un sentiment un petit peu d'ingratitude. Mais après, oui, essayer de conceptualiser ça derrière le label sentiment anti-français, je pense que c'est effectivement assez réducteur parce que, d'une part, il n'y a pas du tout que les Français qui ont été éjectés. Je pense qu'il faut parler de la MINUSMA, la mission de paix des Nations Unies au Mali, qui était un dispositif énorme, qui avait beaucoup plus de présence humaine que Barkhane, qui ne faisait pas du tout les mêmes tâches,
et qui était aussi composé de beaucoup de soldats ouest-africains. Et de soldats ouest-africains qui sont morts. Il y a eu plus de morts du côté de la MINUSMA que du côté de Barkhane. Et ces gens-là aussi se sont fait dégager comme des malpropres. Donc, voilà, que ce soit compréhensible d'un point de vue franco-français d'utiliser ce terme, oui, mais il ne faut pas oublier que finalement c'est tout un dispositif international dont ces pays ont voulu s'affranchir. Et pour donner un exemple, parce que quand on parle de sentiments anti-français, généralement le paragraphe qui vient juste après, c'est « Ok, on se débarrasse des Français et on se reconnecte avec ce qu'on appelle des nouveaux partenaires, donc ça peut être les Russes, et on cite aussi les Chinois. » Il vient de se passer ces derniers jours quelque chose d'assez intéressant au Niger, qui vient de mettre dehors des cadres de sociétés chinoises opérant dans le secteur pétrolier. Et pourquoi ? Parce que donc, le secteur pétrolier nigérien est opéré par des sociétés chinoises, et l'État nigérien n'obtient pas de ces sociétés ce qu'il voudrait. Une affaire un petit peu compliquée, parce que l'État nigérien doit de l'argent à ces sociétés, mais en demande encore un peu plus, et utilise des leviers un peu de pression, d'intimidation pour obtenir un peu plus de cash. Mais ça ne les dérange pas d'aller virer des Chinois. Donc en fait, ils se débarrassent des étrangers, de la présence internationale qui ne va pas dans le sens de leurs intérêts. Alors peut-être que ce serait compliqué pour le Mali aujourd'hui de renvoyer dehors les Russes, parce qu'il y a quand même un degré d'intégration au plan sécuritaire qui est maintenant assez avancé. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des pays qui calculent un petit peu leur chance d'obtenir quelque chose avec différents partenaires d'horizons divers, et que finalement l'équation française, elle continue d'opérer parce que voilà, dans la mémoire des populations, c'est la puissance coloniale, parce qu'on accuse toujours la France de desseins déstabilisateurs dans la région. Donc on peut appuyer sur ce bouton-là dans la sphère informationnelle, ça marche toujours. Après, dans le quotidien des décisions, finalement, on voit que l'affaire française commence à se tasser un petit peu et que ces pays continuent leur trajectoire, pas moins tumultueuse, mais en tout cas avec moins de France au centre de la scène. Francis Poitindé. Oui, juste peut-être apporter quelques nuances. Pour les Nations Unies, j'ai travaillé 10 ans aux Nations Unies. Donc, j'ai fait du peacekeeping, je travaillais aussi pour le HCR, dont j'étais porte-parole. En fait, c'est pas la même chose. Les missions, les gens veulent que les missions partent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une méprise. Ils pensent que ces missions de maintien de la paix, les gens viennent pour combattre les djihadistes à leur place. Et donc, comme c'est pas la mission, ils ne sont pas sous chapitre 17, et donc les gens, chapitre 7, excusez-moi, et donc du coup, les gens, non, nous on est là pour essayer de canaliser les choses, pour qu'on puisse en profiter pour négocier la paix. Mais comme ils voient que les soldats onusiens, les casques bleus, restent les armes au pied, ils se disent non, vous n'avez rien à faire chez nous, vous partez. Yvan a donné l'exemple du Mali, c'est vrai, MINUSMA, mais également à MONUSCO au Congo, elle est en train de partir, là, elle est en train de partir. Donc les gens, c'est pas la même raison. La France, parce qu'elle a colonisé, bon, ça, beaucoup de gens ont colonisé en Afrique, les Portugais, les Britanniques, les Espagnols et tout, mais les autres, la plupart sont partis. Ils sont partis, donc du coup, voilà quoi, donc c'est un peu différent. Alors je vais vous donner un exemple pour voir comment même aux Nations Unies, et ça, le mouvement va au-delà en 2022, au moment de l'invasion de la Russie en Ukraine. Vous savez, il y a eu cette réunion à l'Assemblée générale des Nations Unies pour le vote de la première résolution pour condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a eu 28 États africains qui ont voté cette résolution. Il y en a eu un qui a voté contre, c'est l'Érythrée, mais l'Érythrée est coutumière de ce fait. Et les autres 24 pays qui ont voté soit contre, soit sont allés à la pêche.
voyez? Donc, si on met dans la balance, sur les 54-55 pays africains, on a 28 qui ont voté pour et 24 qui ont voté contre. Or, c'est inadmissible parce que parmi les pays qui ont voté contre, vous trouvez des pays comme le Sénégal. Le Sénégal, l'enfant chéri de l'Occident et tout. Le Maroc, par exemple, ils sont allés à la pêche. Au moment du vote, le Camerounais et les Marocains sont sortis de la salle. Voilà, ils ont fait ce qu'on appelle aux Nations Unies le no-show. Donc, ils ont disparu. Le Gabon aussi s'est abstenu, me semble-t-il. Oui. Alors que les liens avec la France, c'était l'enfant chéri aussi de... Mais bon, c'était sous l'ancien Ali Bongo. président Ali Bongo. Bon. Donc, il y a quelque chose, il y a un frémissement en Afrique, une quête de souveraineté qui va au-delà de la simple relation avec la France ou avec d'autres pays. C'est un défi par rapport à la communauté dite internationale. Comme pour la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, quand ces États s'en sont retirés, Mali, Burkina Faso, Niger, et certains ont reproché à la CEDEAO d'être inféodée à la France, alors qu'il y a beaucoup de pays anglophones, par exemple, dans la CEDEAO, et en premier lieu le Nigeria, qui était pour une intervention militaire contre les juntes. Yvan Guichard. Oui, d'accord, oui, vous avez tout à fait raison de préciser ça, parce qu'entre le Niger et le Nigeria, il y a en ce moment des épisodes diplomatiques tout à fait amers et avec des accusations de la part du Niger selon lesquelles le Nigeria essaye de déstabiliser le Niger avec des groupes armés qui circulent des deux côtés de la frontière. Donc, en fait, ces pays-là, notamment dans leurs relations bilatérales, continuent d'entretenir des relations parfois très dures. Et voilà, je dis ça pourquoi? Parce qu'on pourrait passer du temps à décrypter ces relations deux à deux, mais pour dire que si peut-être l'acte fondateur de ce détricotage géopolitique opéré par les États de l'AES, ça a été un petit peu de chasser la France, par la suite, le détricotage a continué et a concerné d'autres influences, y compris des influences très très proches. On pourrait parler aussi des relations entre le Mali et l'Algérie, qui ont été et qui sont toujours, alors, sont en voie de réchauffement, mais il y a eu des épisodes excessivement violents verbalement entre le Mali et l'Algérie. L'Algérie. Et donc bon, voilà, en fait, l'affaire continue et ce qu'il faut regarder, c'est finalement quels sont les mobiles ou les motivations de la politique étrangère de ces différents pays. Francis Cotinet. Je pense que le plus belliciste de ces trois États, c'est quand même le Niger. Le Niger a de mauvaises relations avec l'Algérie, ça on n'en parle pas beaucoup, a de mauvaises relations avec le Nigeria, le géant nigérian, 250 millions d'habitants, et c'est quand même la puissance régionale, puissance pétrolière et tout. Et le Niger a de mauvaises relations avec le Bénin. C'est-à-dire que ça ne passe pas du tout, la frontière est fermée depuis le coup d'État, ils n'ont pas rouvert la frontière. Donc, et il laisse passer seulement le pétrole, parce que le terminal pétrolier va au Bénin et les bateaux chinois viennent chercher le pétrole là-bas. Donc, ils se cherchent au Niger. Et les autres, bon, c'est rodé au Mali, c'est rodé également au Burkina Faso, mais le Niger, ils sont encore en train de tâtonner. Et juste une remarque, on pourrait étendre ça aux acteurs non étatiques, parce que le Niger vient de chasser le CICR, par exemple. Or, le comité international de la Croix-Rouge. De la Croix-Rouge, qui est quand même une institution qui n'a pas un statut d'ONG comme les autres, puisqu'ils sont les garants de la mise en œuvre des conventions de Genève. Et c'est quand même quelque chose de symboliquement très très fort de chasser le CICR de son territoire. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la France, pour le coup. Ça a à voir avec peut-être un peu de démagogie de la part des autorités pour détourner l'attention de la population, pour aussi signaler que dorénavant, on n'est pas des mendiants, on n'a pas besoin de l'aide humanitaire, même si concrètement la situation économique s'est beaucoup dégradée, mais on a notre fierté. Et cet élément de fierté retrouvée, il est important en fait. Vous parliez tout à l'heure de la popularité de ces régimes. Je trouve toujours hyper difficile de mesurer la popularité des régimes où, par définition, on ne peut pas mener d'enquête très très rigoureuse sur ce que pensent les populations. Et effectivement, les seuls signes qu'on a, c'est le nombre de personnes dans les manifestations ou dans les stades en soutien du régime. Et d'ailleurs, on voit que
ces manifestations-là sont de moins en moins fréquentées par les populations. Mais bon, voilà, comme ça, de manière un petit peu anecdotique, on peut rassembler des petits témoignages. Cette dimension de fierté retrouvée, on sait qu'elle est agissante, elle est opérante. Est-ce qu'elle est suffisante pour garantir une loyauté des populations vis-à-vis de ces régimes? Ça, on n'en sait trop rien. On aurait dû le savoir, puisque ces gens avaient toutes promis, peu ou prou, d'organiser assez vite des assises nationales pour entendre la population, etc. Finalement, ça n'a jamais vraiment eu lieu, et notamment... Si, ça a commencé. Alors, au Niger, il vient d'avoir un grand exercice sur plusieurs jours, avec des conclusions qui sont parues, je crois, il y a une semaine de ça. Alors, qui disent quoi? Francis Patini, est-ce que là-dessus, vous êtes... Oui, j'ai suivi. En fait, il confirme le général comme... probable candidat à la prochaine présidentielle. Donc, en fait, c'est le début. Ils ont, en tout cas, tous ceux qui ont assisté, enfin, les gens des assises ont confirmé qu'ils confiaient la destinée du pays au président et que c'est lui qui va être le candidat. Donc, il n'y a vraiment rien. Tout était dicté, tout était ficelé à l'avance. Donc, ils sont allés pour entériner une série de décisions prises à l'avance. Il y a quand même juste quelque chose qu'il faut dire. On a vu de Paris, on a souvent la fâcheuse manie d'accabler les 3 pays du Sahel. En fait, il y a d'autres pays qui ont fait des coups d'État ces derniers temps, y compris francophones. Il y a le Gabon. Mais ce n'est pas parce qu'un militaire a débarrassé le Gabon d'un président qui était malade, parce qu'il a fait un AVC et tout, qui devient bon. Un coup d'État, pour moi, c'est un coup d'État. Donc, il faut avoir la même... Et quand le président Macron est allé pour quasiment adouber le fils de Idriss Déby au Tchad, vous savez, le président Déby père est allé au front, enfin, selon la version officielle, et qui serait mort au front. Mais son fils a pris le pouvoir. Un coup d'État institutionnel, en quelque sorte. Et le président Macron était là. Et ça, c'est pas normal. Et donc, les 3 autres, qui sont des damnés de l'Afrique de l'Ouest, ils regardent ça et me disent pourquoi ce double standard? On a fait un coup d'État. Eux, ils ont fait aussi quelque chose qui peut... La succession dynastique peut s'apparenter à un coup d'État. Et au Gabon, c'était un coup d'État. En Guinée, il y a eu un coup d'État. Mais personne n'en parle ici. On ne parle que des 3, parce qu'il y a des bons coups d'État, selon certains analystes, certains experts à Paris, et il y a des mauvais coups d'État. Les bons, c'est ceux qui nous arrangent, et les mauvais, c'est ceux qui protestent, ceux qui ne nous arrangent pas. Et on pourrait rajouter à la liste ce que beaucoup de gens appellent les coups d'État constitutionnels, avec manipulation de la Constitution pour faire des 3e mandats. Et juste, je veux dire un petit mot sur la question des assises, qui sont effectivement des exercices quand même très très encadrés. Ça a mis beaucoup de temps à arriver au Niger parce qu'il fallait quand même faire le vide un petit peu dans les partis politiques et s'assurer finalement que l'exercice ne déraille pas trop. Donc effectivement, la conclusion principale, c'est que la transition va durer 5 ans de plus, donc 60 mois. Je ne sais pas à partir de quand on commence à compter les 5 ans. Il y a une ambiguïté là-dessus, c'est pas précisé dans les conclusions. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est pas juste entériner un pouvoir et le statu quo actuel. C'est-à-dire qu'on pourrait parler de toute la période qui précède comme cette période de détricotage où on se débarrasse des normes anciennes, et là on essaye de recoder ou re-encoder la société ou la relation des dirigeants avec leur population et avec la région, et, à partir de nouveaux référentiels normatifs. Et donc ces documents-là, qui sont souvent des listes de vœux, en fait, on va faire ci, on va faire ça, c'est totalement irréaliste, et il n'y a pas, on ne sait pas d'ailleurs si les autorités vont respecter ces engagements-là. C'est une sorte de shopping list. Mais il y a quand même des éléments très très intéressants, dans le sens où on veut repartir sur de nouvelles bases normatives, et notamment autour d'une tradition africaine. Et les 2 pays, donc récemment au Mali, il y a eu le dialogue intermalien pour la réconciliation, DIMPR, et les assises nationales au Niger. Et par exemple, les 2 documents finaux mettent en avant ce qu'on appelle la charte du Manden, qui est
une charte dont l'existence est un petit peu contestée, mais qui aurait émergé du temps de Sundiata Keïta, au XIIIe siècle, et qui serait une sorte de précurseur des droits de l'homme. Et voilà, il y a quelques articles qui font la promotion d'une société égalitaire. Et ces éléments-là sont symboliquement très très importants et ont pour vocation de dire, bon, voilà, on se débarrasse des normes libérales, occidentales, coloniale, parce qu'on a notre propre réservoir de normes. Et donc voilà, encore une fois, ce n'est pas des États qui ont la capacité d'imposer aux populations ces nouvelles normes de comportement, parce qu'il n'y a pas de contrôle du territoire très très poussé, ni beaucoup de fonctionnaires pour mettre tout ça en œuvre, mais il y a une volonté de recoder le lien politique. Et ça, bon, faut pas complètement l'évacuer. C'est des exercices effectivement assez préparés, assez scénarisés, mais bon, il y a quelque chose, il y a des tentatives. Juste, pardon, l'État malien a produit un document l'année dernière qui s'appelle le Programme national de l'éducation, alors il y a le V, je ne sais plus ce que ça veut dire. Bref, un énorme document de 300 pages qui met en exergue les normes locales issues du monde, essentiellement mandingue d'ailleurs, qui doivent gouverner les relations entre les humains. Et c'est un document ultra sophistiqué, qui mérite vraiment d'être lu attentivement, parce qu'il y a eu un travail derrière, vraiment. C'est aussi au nom de cette reprise en main de la souveraineté. Vous parlez d'un réservoir de normes, mais ces pays sont aussi des réservoirs tout court de minerais, de pétrole pour certains, et il est question et d'or bien sûr, et il est question aussi de reprendre le contrôle sur tout ça, aussi dans une logique, en tout cas dans le discours, de mettre fin au libéralisme. Et il y a eu au Mali notamment des scènes très impressionnantes en janvier d'hélicoptères de l'armée qui arrivent sur la plus grande mine d'or du Mali dans le sud pour récupérer des tonnes d'or et aller les déposer dans une banque qui, alors on ne sait pas du tout ce que deviendrait cet argent, mais qui est censé être distribué pour des politiques sociales. Je sais qu'Yvon Guichawa, vous êtes assez sceptique quant à l'utilisation de cet argent-là et de ces nouvelles ressources. Quand on parle, parce que je vois que le temps file et on n'a pas encore évoqué, on l'a juste dit en quelques bribes de la Russie, qui est aujourd'hui un peu plus présente dans ces pays. C'est paradoxal, on a à la fois des États, enfin des juntes militaires qui disent on veut reprendre notre contrôle sur notre destin, et d'entendre dans le même temps combien ils sont aujourd'hui proches de la Russie. Mais est-ce que l'équation est la même, Francis Patindé, donc livraison d'armes, voilà, mais ensuite est-ce que la Russie peut, entre guillemets, occuper le vide laissé par tous les Occidentaux qui sont partis? Moi, je crois, d'abord, la Russie était en Afrique sous la forme Union soviétique avant. Elle était très présente dans beaucoup de pays, et pas que dans les pays révolutionnaires, de l'Égypte jusqu'en Namibie, jusqu'en Angola. Bon, ils étaient là au Bénin, au Congo-Brazzaville et tout. Donc, ça, c'est un retour. Ils sont aujourd'hui plus dans le volet sécuritaire qu'autre chose. Mais je dirais que le pays qui tient un peu l'Afrique, dont on parle aussi pas beaucoup, c'est la Chine. C'est le premier partenaire commercial des pays africains. C'est le pays. Et ce pays, on croyait jusque-là qu'il n'avait pas un projet culturel, par exemple. Si, la Chine a un projet culturel. La Chine, par exemple, finance les enfants dans les écoles pour les bourses d'études et envoie les médias, les journalistes en formation en Chine. La Chine, par exemple, organise des mois du cinéma chinois au Kenya. Ça, ouais, moi, j'ai vu ça. Donc, ouais, la Chine a un projet, mais les Chinois, le temps compte peu pour eux. Ça peut être dans un millénaire et tout ça. Donc la Chine, la Russie, elle est là parce que on la voit en Centrafrique, en Libye, au Tchad un peu, et surtout au Mali, et un peu moins au Niger et au Burkina. Elle est là, bon, elle vend des armes, elle fait du troc, si vous voulez, des lingots d'or ou quelque chose contre des armes, et même des combattants qui vont là-bas, mais ils sont payés
Est-ce qu'il y a des entreprises russes qui viennent comme Il y a très Barrick peu. Gold canadienne ou Revolut australienne qui sont très présentes au Mali? Oui. Est-ce qu'il y a des entreprises russes qui viennent et qui viennent récupérer les ressources pour ensuite... Les Canadiens, par exemple, Ouais. ils sont présents dans Oui. l'or, surtout au Burkina, ils ont eu quelques petits soucis. Ils sont au Mali aussi, où ils ont des soucis. Mais les Russes ne viennent pas, c'est pas la même démarche. C'est pas la même démarche, C'est d'accord. pas la même, la démarche est différente actuellement. Mais il y a des pays avec lesquels la Russie a une coopération normale. L'Afrique du Sud, par exemple, le Kenya, il y a des pays où ils ont du commerce, ils font la défense aussi, ils font des manœuvres militaires ensemble, mais ils investissent aussi, ils font du business avec ces pays-là. Mais pas avec les 3 pays du Sahel, il y a plutôt le volet militaire et le troc aussi. Yvon Guichawa. Oui, juste l'acronyme que je cherchais, c'est Programme national d'éducation. Voilà. Et il y avait 2 parties dans la question que vous avez posée. Donc une partie qui concerne un petit peu le modèle économique de ces régimes, qui doivent mener une guerre très coûteuse, qui ont un petit peu perdu donc leurs anciens partenaires et donc ont besoin de cash. Et qui sont en train de revisiter complètement le code minier, les permis d'exploitation et leurs relations avec les multinationales qui opèrent déjà sur leur territoire. Donc le Niger est en dispute avec Orano. Donc ex-Areva. Ex-Areva. Le Mali est en dispute très très douloureuse avec notamment les Canadiens de Barrick qui exploitent l'or, mais comme vous l'avez dit, ils avaient déjà eu un débat antérieurement avec Revolut, je crois. Et donc, ils essayent d'obtenir ou de réviser les contrats existants et d'obtenir de ces sociétés le maximum d'argent. Ils ont un besoin immédiat de cash. Et c'est là où arrive la question de affirmer sa souveraineté économique, oui, mais pour en faire quoi? Et en fait, c'est quand même essentiellement pour mener la guerre. Et récupérer de l'argent selon des canaux qui sont quand même tout à fait opaques. Donc, et là, je trouve qu'il y a peut-être une digression à faire sur la manière dont, en France notamment, et à gauche de l'échiquier politique, on présente ces régimes-là. Il y a souvent un petit peu de romantisme, parce qu'on adore voir les multinationales étrangères se faire botter les fesses. Et je fais partie de ces gens-là qui n'ont pas forcément d'amour particulier pour ces multinationales-là. Marc Bristow, c'est un drôle de bonhomme quand même, celui qui, le patron de Barrick Gold. Ah non, c'est pas du tout des philanthropes. Et donc on n'est pas mécontent forcément de voir que des gouvernements leur tiennent tête. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'inventent pas un nouveau modèle de distribution des ressources. C'est pas le socialisme dans la transparence avec des mécanismes redistributifs. C'est essentiellement pour financer l'effort de guerre et encore une fois l'extraction des ressources. Et c'est un modèle très extractiviste, c'est-à-dire que ces 3 pays-là comptent sur leurs ressources minérales. De fait, elles n'ont pas forcément grand-chose d'autre à monnayer. Et donc ça va être un extractivisme, je pense, encore plus accentué que celui qui n'existe déjà. Et donc oui, pour faciliter un projet militaire, de lutte contre les mouvements djihadistes, mais aussi de maintien au pouvoir. Donc voilà, il n'y a pas lieu de trouver romantique ces décisions-là. Et après, la question des Russes. Les Russes interviennent sur tout un tas de plans différents. Au Mali, c'est essentiellement à travers les mercenaires, mais ils ont aussi du soutien pour la collecte de renseignements. Ils font aussi de la formation et du verrouillage de la sphère informationnelle. Ils ont toute une palette d'interventions qui est assez large. Ils sont influents au Burkina et au Niger, alors qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de troupes déployées là-bas. Mais ils fournissent énormément de matériel militaire. Et
dans toutes les relations qui ont été établies par ces pays-là et dont on peut penser qu'elles peuvent être peut-être un peu fragiles ou réversibles, pour le coup, la relation avec les Russes, ça se manifeste aussi au vote aux Nations Unies, c'est quand même devenu un petit peu le pilier autour duquel s'articule la politique étrangère et la politique sécuritaire de ces pays. Et avec des Russes d'ex-Wagner, puisque Wagner a été dissous, mais Afrika Korps qui manifestement se battent aux côtés de l'armée malienne contre les indépendantistes, notamment les mouvements du Nord et les collectifs de défense des populations de l'Azawad, par exemple, qui disent souvent voir des combattants de Wagner aux côtés de l'armée malienne, oui, voilà, et qui commettent des exactions sur les populations civiles. Francisque Patinde, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, les exactions sont avérées, sont documentées, il n'y a pas de problème. Mais je pense que la rébellion aussi fait des erreurs. En ce moment-ci, c'est de s'allier avec les djihadistes, de faire alliance avec les terroristes, parce qu'il y a quand même... C'est avéré aussi voilà, aujourd'hui. C'est des gens qui sont, sont en quête d'autonomie dans certaines parties du Mali, mais en ce moment, il y a un rapprochement entre certains mouvements djihadistes et le mouvement Touareg classique. Et ça, c'est peut-être une erreur parce que s'allier avec Al-Qaïda ou bien avec l'État islamique pour pouvoir combattre le même ennemi, mais en fait, ils perdent au moins leurs revendications perdent du poids, me semble-t-il. Peut-être une réaction. Oui, je pense que c'est un choix absolument pragmatique de leur part, dans le sens où, et on pourrait aussi en discuter peut-être dans le cadre des interactions avec la salle, une des décisions de la junte au Mali, ça a été de se débarrasser de l'accord d'Alger qui faisait des ex-séparatistes des interlocuteurs légitimes pour reconstituer une manière de vivre ensemble en préservant l'intégrité territoriale du Mali. Les séparatistes avaient renoncé au séparatisme et voulaient des formes de gouvernance un petit peu déléguées, une forme d'autonomie, mais en tout cas, ils ne demandaient plus la sécession. Et la junte a quand même mis fin à l'accord d'Alger. Donc cet accord qui entérinait la réconciliation entre les ex-séparatistes et le régime central. La guerre a donc redémarré. Les séparatistes ont essayé par tous les moyens, en fait, de rassembler des moyens militaires, des capacités militaires pour pouvoir mener cette guerre. Ils ne les ont pas obtenus. Et il y a eu des accusations selon lesquelles ils s'étaient rapprochés des Ukrainiens, etc. De fait, ils n'ont pas obtenu de soutien à l'extérieur. Et qui a un système autofinancé et qui est contre l'État dans la région, c'est les djihadistes. Parce qu'eux, ils ne vont pas forcément chercher des ressources à l'extérieur. Ils prélèvent des ressources sur les populations, ce qu'ils appellent la zakat, même si le terme est contesté. Mais ils ont un trésor de guerre qui est stable et qui est constamment réalimenté. Et voilà, si la guerre reprend pour les sécessionnistes, si personne ne les aide à l'extérieur, bon, il est assez naturel pour eux d'aller voir des gens qu'ils connaissent, puisqu'au plan souvent familial, voilà, c'est des gens qui, avant la crise de 2013, interagissaient les uns avec les autres. Donc, et voilà, d'essayer de mettre en place quelque chose contre l'ennemi commun. Bon, voilà, et encore une fois, c'est pas complètement validé ce rapprochement. Mais il y a aussi tout un tas de réflexions qui ont été liées à ce qui s'est passé en Syrie. Ça a fait beaucoup réfléchir. Du côté des djihadistes aussi. Les djihadistes qui se sont dit, est-ce qu'on abandonne le djihad transnational et notre allégeance à Al-Qaïda pour construire une forme de djihad, disons, nationalisé qui permettrait de se rapprocher des séparatistes, un petit peu à la manière dont Al-Jolani le fait côté syrien. Donc là, il y a tout un tas de reconfigurations en cours et voilà, dont on aura
les résultats, je pense, ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Vous vouliez dire un petit mot à ce sujet ou je vous pose une dernière question avant qu'on fasse circuler la parole sur le Bénin, parce que vous êtes donc originaire du Bénin et tout à l'heure vous avez évoqué le fait qu'il y a des coups d'État dont on parle moins, ce sont les coups d'État constitutionnels et des présidents qui s'octroient des mandats à vie, et ce n'est pas le cas de Patrice Talon, le président du Bénin, puisqu'il a dit il y a encore quelques jours que lui, non, c'est sûr, il ne se présentera pas pour un 3e mandat. Il a tout fait, dit-il, pour que la Constitution préserve la démocratie et préserve toutes les velléités de ses éventuels successeurs de garder le pouvoir trop longtemps. Donc la présidentielle aura lieu l'année prochaine au Bénin, avec un candidat qui est quelqu'un de très controversé et qui est lié aux juntes dont on parle depuis tout à l'heure, qui est Kémy Séba, qui est quelqu'un qui est né à Strasbourg, qui avait monté un mouvement qui a été dissous par la France parce que pour incitation à la haine, à l'antisémitisme, etc. Lui, on le considère, on le qualifie souvent de suprémaciste noir, de panafricaniste. Il a été déchu de la nationalité française. D'ailleurs, il a dit « Gloire à Dieu, je suis libéré de ce fardeau ». Qui représente-t-il aujourd'hui au Bénin quand il dit « Je réponds à tous ces milliers de personnes qui me demandent depuis des années de me présenter ». Est-ce qu'on a une idée de à qui il parle et de s'il a une chance de remporter ou un risque qui remporte cette élection? Moi, je suis allé au Bénin, depuis novembre, je suis allé 3 fois. Et Kémy Séba, d'abord, il ne vit plus au Bénin, il vit entre le Niger, donc il a un passeport diplomatique du Niger, et Bakou. Donc, il ne vient plus au Bénin parce qu'il a trouvé qu'on l'arrête et tout ça. Il vit en Azerbaïdjan. Oui, absolument. Il ne vit plus au Bénin du tout. Et c'est juste un effet de manche, l'annonce de la candidature. Il est peut-être populaire au Niger, au Burkina et au Mali, mais pas au Bénin. Ouais. Au Bénin, il y a quelques jeunes qui le suivent, mais pas, il n'y a pas des milliers de personnes, pas du tout. Alors, j'ai vu le président du Bénin aussi 2 fois ces derniers mois. J'ai passé 4 heures avec lui au mois de novembre, et puis là en janvier aussi, je l'ai vu, et il va s'en aller. Il va s'en aller parce que c'est une tradition au Bénin depuis la conférence nationale de 1990. Les présidents béninois font 1 ou 2 mandats, ils s'en vont. Et il ne restera pas parce que personne ne veut qu'il a beaucoup développé le pays, il y a eu beaucoup d'équipements, beaucoup mais il partira parce que c'est la Constitution et c'est lui-même qui a introduit dans la Constitution que de toute sa vie, aucun Béninois ne peut faire plus de 2 mandats. Donc il s'en ira. Tout ce qu'il essaye de faire, en revanche, c'est de trouver quelqu'un, et c'est pas un dauphinat, parce que c'est pas une monarchie, mais c'est un poulain, quelqu'un à qui il donnerait un coup de pouce. Quand même. Ouais, quand même. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour... c'est très dense, il y a tellement de choses à dire sur ces pays qui, comme vous le rappelez, ont des trajectoires très différentes et néanmoins des actualités qui paraissent très similaires. Et je tenais à ce qu'on soit à l'heure pour que vous puissiez, si vous en avez, poser vos questions à Francis Patinde et à Yvon Guichawa. Je vois qu'un monsieur lève la main et une dame également derrière. Plusieurs mains se lèvent, donc je crois qu'il y a 2 personnes qui font tourner les micros. Peut-être qu'on peut déjà positionner les micros les uns après les autres pour que la parole puisse circuler assez rapidement entre vous. Monsieur et une dame de rang derrière également, qui, pour la question d'après, peut-être la personne qui a le micro tout là-haut. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, je peux répéter ce que j'avais dit la dernière fois sur le fait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde et qu'il n'y a absolument aucune recherche de souveraineté, il n'y a pas de construction de l'État, il n'y a pas, sans entrer dans les détails techniques sur ce que c'est que le souverainisme, donc la volonté de s'approprier la plus-value produite localement, qui n'est pas du tout ça. Par contre, est-ce que vous avez vu la vidéo de Anders Puk Nielsen sur la conception russe de la souveraineté, alors je n'ai aucune idée de s'il y a un rapport, s'il y a eu un transfert intellectuel, conceptuel entre les deux, mais c'est très intéressant de voir, parce que ce qu'il explique, c'est que la conception russe de la souveraineté, c'est une souveraineté vis-à-vis du droit international, voire du droit tout court, des normes, et de la société civile. C'est la souveraineté de l'État vis-à-vis de tout le reste. Ça fait même assez fortement penser à Carl Schmitt, souverain et celui qui définit l'état d'exception. Et donc, on a quand même vu au Sahel que ces prises de pouvoir étaient un moment de très grand resserrement finalement politique, où la bourgeoisie parasitaire qui contrôle l'État décide de se débarrasser de tout concurrent et de se présenter comme le seul courtier, le seul légitime finalement à vendre le pays.
Parce que et dans un phénomène général qui est certainement pas donc un souverainisme, mais qui est une renégociation, une réorganisation complètement en très grande profondeur des méthodes d'extraction de la vente de la dépendance. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus, Yvon Guichawa, sur des éventuelles transmissions intellectuelles ou... Je ne suis pas du tout au courant de la vidéo dont vous parlez, mais oui, je suis assez d'accord sur le fait que le slogan qui est mis en avant pour essayer d'amalgamer un petit peu toutes les initiatives qui sont prises, c'est celui du souverainisme, c'est le titre de la conférence, mais qu'on ne sait pas encore effectivement quoi mettre derrière ce terme. Mais bon, il est de fait utile dans le sens où il permet de faire avancer ces pays, de qualifier un petit peu leur démarche. Il y a un petit côté autoréalisateur en fait dans l'usage du terme souverainisme ou souveraineté. De fait, ce qui est construit derrière, c'est effectivement assez vide pour l'instant. Et alors, votre question me fait penser à une chose dont on n'a pas forcément parlé, mais dans l'abandon des normes antérieures et l'adoption de nouvelles normes, vous avez bien fait de préciser que les normes de liberté de la société civile sont revisitées et conduisent à un resserrement complet de l'espace civique, et les normes de conduite de la guerre. Donc, je parlais faire partir le CICR, ça veut dire aussi le droit international humanitaire, on s'en fiche. C'est quand même important, parce que c'est ce qui encadre la manière dont on se comporte pendant la guerre. Et on n'a pas du tout parlé de la manière dont la guerre se conduit. Il y avait des bavures avant, et y compris des bavures françaises. Mais là, il y a une espèce de recours assez systématique au ciblage des civils, qu'on appelle terroristes systématiquement dans les communiqués, mais qui fait des dégâts absolument sidérants. Avec le cas extrême du Burkina, qui est en train de glisser vers une pente, proto-génocidaire, pour ne pas dire le mot qui peut... Contre les Peuls et les Touaregs, alors c'est un peu compliqué, parce que... Mais bon, peut-être que le terme génocide est un petit peu trop fort, mais il y a un critère qui est que si vous êtes civil et que vous vivez en zone plus ou moins sous contrôle djihadiste, alors vous devenez une cible légitime. Ça, c'est pas du DIH, c'est un choix de contre-insurrection et qui fait des dégâts absolument monstrueux parmi les populations. On a eu un cas tout récemment au Burkina et un cas qui est filmé. Or, ces dernières années, les militaires et leurs supplétifs, donc les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont des civils, avaient eu quand même pour instruction de moins diffuser leurs exploits, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Là, ils le font, et on peut interpréter le fait qu'ils le font comme finalement une jouissance d'avoir obtenu cette victoire sur les djihadistes et les populations qui vivent sous la protection des djihadistes. Et ça veut dire que le sentiment d'impunité est quand même assez prononcé. Madame, bonsoir. C'est bon ? Oui. Bonsoir. On voit que ces nouveaux souverainismes ouest-africains, en fait, rejoignent une remise en question de la gouvernance mondiale. Et c'est étonnant de voir cette espèce de convergence qu'on a avec ces deux pays, mais on pourrait l'étendre un peu plus, de toute façon, en ce qui concerne le continent, avec les nouvelles positions des US, de l'autre côté de l'Atlantique. Cette attaque en ordre vraiment sur toutes les agences onusiennes, l'aide internationale, etc. C'est étonnant. Et est-ce que vous pensez que, en fait, ça risque de faire un peu boule de neige, si je puis dire, mais c'est quand même vraiment étonnant de voir cette émergence. Trump, il y a quelques mois, les souverainistes dont on parle il y a quelques années, il y a quand même il y a quand même une dynamique là qui est quand même assez, je ne sais pas si elle est surprenante, mais en tout cas elle est là et elle pourrait être activée de plus en plus par aussi la position américaine.
Et avec aussi un rythme d'annonce tonitruante un peu similaire, comme vous nous disiez juste avant qu'on arrive ici, Francis Petit. Comme je disais tout à l'heure, en fait, en Afrique, c'est, bon, on va dire une fois tous les mois, mais Trump, c'est tous les jours, hein, plusieurs fois par jour. Donc, on a des mesures, on est totalement désarçonnés. C'est comme s'il fallait nous occuper à cela et tout. Mais je trouve qu'il y a une vague d'autoritarisme. Il y a l'autoritarisme sans complexe maintenant. C'est que ce soit dans certains pays occidentaux, les États-Unis particulièrement, mais aussi en Afrique, les gens assument. Et ça participe, quand on entend parfois en Afrique de l'Ouest, les gens dire ouais, maintenant, bon, cette démocratie-là, on n'en veut pas, on va inventer notre propre démocratie. Ok, moi je suis pour, mais en même temps, derrière, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce programme de nouvelle démocratie. Il y a beaucoup d'autoritarisme, ça veut dire plus de liberté. Et ils vont parler tout à l'heure de Burkina Faso, il y a quand même des avocats, des journalistes qui sont kidnappés. Et que la justice relâche et qu'on les arrête l'heure d'après. Donc il y a quand même quelque chose qui choque en ce moment, c'est qu'on peut être autoritaire et avoir du succès et personne ne réagit. On est devenu insensible à cela. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est triste pour ce pays, mais je pense que même après Trump, ils mettront du temps à s'en relever, parce que c'est effrayant. Parce que moi, je lis le New York Times tous les jours, mais bientôt, il va s'attaquer même à ces journaux-là. Parce qu'il n'y a plus de respect pour la presse. Alors, qu'est-ce qu'on nous a appris à la fac de droit? La démocratie américaine, ne jamais s'en prendre aux médias. La démocratie américaine, il ne faut jamais faire ci, faut pas... Mais en fait, il fait ce qui lui plaît. Et c'est quand même effrayant. Et tout le monde a peur de le dire, y compris les pays occidentaux, parce qu'on utilise le langage feutré, parce que attention aux représailles de monsieur, attention aux 1000% de taxes douanières, attention à ce... Mais vraiment, ça devient, c'est insupportable, moi je pense. On prend beaucoup de précautions. Yvon Guichard, en quelques mots avant de... Une petite remarque par rapport à ça, et c'est pas vraiment une boutade. Je pense que l'AES et les 3 pays de l'AES ont presque montré la voie... L'Alliance des États du Sahel. Ouais, ont presque montré la voie à Trump. Alors je pense pas qu'il ait consulté Assimi Goïta pour savoir comment s'y prendre, mais il y a des effets de miroir qui sont absolument évidents. Il y a un exemple qui pourrait être donné qui est assez parlant, je trouve, c'est que récemment, il y a un sénateur américain, républicain, qui a dit que l'USAID, donc l'agence de développement américaine, finançait les mouvements terroristes en Afrique de l'Ouest et notamment au Nigeria. Ça a été immédiatement repris au Nigeria et au Niger et dans les bulles souverainistes pour dire regardez ce que nous on dit depuis des années, que l'aide internationale, la France, les ONG aident les djihadistes, les Américains le disent aussi. Et donc, alors je ne saurais plus dire exactement quel compte panafricaniste a relayer cette information pour ensuite être relayé par Musk. Mais il y a des effets de miroir comme ça où finalement ils sont sur les mêmes lignes. Et ça ne concerne pas juste les États-Unis et les États du Sahel, ça concerne aussi les extrêmes droites en Europe. Pourquoi Viktor Orban va se promener au Tchad? Pourquoi Marine Le Pen, alors il y a quelques, va elle aussi au Tchad, alors qui ne fait pas partie des États de l'AES, mais comme l'a dit Francis tout à l'heure, qui suit la même trajectoire autoritaire. C'est-à-dire on a une espèce d'international un petit peu réactionnaire, révolutionnaire, conservatrice, d'extrême droite, souverainiste, je ne sais pas quel label lui donner, mais qui est en train de se constituer en fait, et qui se parle, notamment via les réseaux sociaux. Merci pour votre question. Je crois que d'autres mains s'étaient levées et je ne sais pas si les micros sont arrivés jusqu'à vous, monsieur, tout au fond, tout en haut. Mais bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas qui parle, mais bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je souhaite revenir sur la situation de la Guinée, qui est particulière, c'est-à-dire, M. Patende le soulevait bien, il y a eu un coup d'État. Suite au 3e mandat du président Alpha Condé. Et depuis, il y a eu des promesses d'une transition démocratique. La junte avait négocié un chronogramme avec la CEDEAO et ce chronogramme devait s'achever le 31 janvier 2024. Sauf que sur les 10 points
du chronogramme, aujourd'hui, à date, aucun n'a été réalisé. La junte est en train de manœuvrer pour se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire le général Mamadi Doumbouya qui, avec la promesse de ne pas se présenter, de ne pas permettre une candidature des membres du gouvernement de transition ou des membres du CNT, le Conseil national de la transition, mais tout ça part à volo. Mais ce qui est plus compliqué avec, c'est qu'il y a des disparitions forcées des membres de la société civile, il y a une interdiction des manifestations, il y a des journalistes qui disparaissent, il y a toujours des militants qui sont arrêtés, torturés et abandonnés dans des champs. C'est vérifiable, c'est sur TV5 Monde, c'est sur France 24. Non? Mais malgré tout ça, la France maintient une coopération économique, militaire, sécuritaire, c'est-à-dire en formant toujours les membres de la gendarmerie nationale. Il y a un colonel français qui est toujours auprès du général Bala Samoura. Ne pensez-vous pas qu'en maintenant cette coopération, même si c'est du réel politique, comme on dit, la France ne risque pas de perdre son influence comme au Mali, comme au Burkina, comme ailleurs au Niger, parce que la population guinéenne, elle, majoritairement, elle est vent debout contre le maintien de la junte au pouvoir. Je vous remercie. Merci, monsieur. Est-ce que quelqu'un veut répondre sur ce 2 poids 2 mesures encore et toutes les questions soulevées par ce monsieur? Bon, moi, je ne veux pas parler au nom du Quai d'Orsay. Hein. Moi, ce que je sais, c'est que ce que vous avez décrit est totalement vrai. Les kidnappings, les disparitions des gens dont les corps sont jetés dans l'océan, la suspension des partis, vous n'en avez pas parlé. Donc voilà, cette junte est assise et là également, on s'achemine vers une forme d'élection, une élection du chef de la junte qui va s'installer au pouvoir. Et bon, il n'y a pas que la France hein, dans l'affaire. La Guinée n'a jamais été vraiment une colonie comme les autres, une colonie française comme les autres. Vous savez que c'est le seul pays qui, au moment en 58, a voté non au référendum pour la communauté. Donc depuis, c'est un pays où les gens sont farouchement nationalistes et tout, à juste titre d'ailleurs, mais le poids de la France, je veux dire, quand Alpha Condé était là-bas, pendant les 11 années qu'il a parti à la tête de l'État, la France n'a pas eu beaucoup de contrats. Les Américains, oui. Les Australiens, oui. Les Néo-Zélandais, oui. Les Chinois, oui. Mais la France avait très peu de contrats. Même aujourd'hui, bon, il y a les militaires français qui sont revenus, qui entraînent les troupes guinéennes. Mais moi, je pense qu'au fond, le dernier jour, c'est à la population guinéenne de se libérer. Parce qu'en même temps, on ne peut pas demander à la France de partir, de ne plus s'immiscer dans les affaires. Et en même temps, on lui demande, en même temps, les foules en Afrique, parfois, lui demandent d'intervenir. Donc, il y a un paradoxe. C'est normal, la France est un pays démocratique, donc elle se doit de condamner les violations des droits de l'homme, quel que soit le pays. Mais en même temps, c'est au peuple de Guinée de se libérer, comme elle l'a fait en 1958. En 1958, le Dahomey, le Mali, tous les autres ont dit, voilà, on accepte le plan du général de Gaulle. Mais la Guinée a dit non, elle était seule, elle en a subi les conséquences, elle a assumé. Donc je pense que l'histoire des peuples, c'est comme ça. C'est à la Guinée de se battre contre le chef de la junte, qui a des amitiés en Afrique, y compris du côté des Grands Lacs, avec Kagame, le président du Rwanda, qui a fait des visites là-bas. Le chef de la junte guinéenne aussi est allé là-bas. C'est l'avion de Kagame d'ailleurs qu'il utilise pour ses déplacements, le chef de la junte. Donc vous voyez, il peut y avoir des maîtres penseurs et des maîtres en tout court, y compris en Afrique, pour des dictatures africaines. Juste un petit mot là-dessus. Je pense qu'on n'a pas fini d'être déçus par la France et par cette hypocrisie, ces doubles standards. Pourquoi ? Parce que après cette période un petit peu traumatisante pour les Français, au cours de laquelle ils se font chasser du Sahel et perdent de leur influence, et ça s'applique aussi à l'Union européenne, et avec l'arrivée des Russes, et avec l'évolution du monde
tel qu'on l'observe aujourd'hui, il y a 2 priorités dorénavant qui sont plus ou moins mises en avant à Bruxelles et je pense dans les capitales européennes. La première, c'est de lutter contre les flux migratoires, et donc ça suppose des politiques restrictives, de contrôle des populations, et ça suppose des accords avec des États qui seront d'accord pour mettre en œuvre ces contrôles. Donc la question du régime démocratique ou pas ne sera pas primordiale. Et le deuxième élément, ce sera ce que tout le monde appelle à Bruxelles la compétition stratégique, c'est-à-dire on va essayer de défendre nos positions vis-à-vis des Russes. Et l'Afrique est devenue une sorte de terrain de jeu géopolitique, de bras de fer entre différentes puissances, et on va faire en sorte que les Russes aient le moins d'influence possible sur le continent. Et là encore, le critère démocratique, valeur, attachement aux libertés, n'est pas primordial. Donc, qui incarne aujourd'hui ces valeurs, cet attachement à la démocratie? C'est éventuellement les populations, comme vient de le dire Francis. C'est les sociétés civiles, c'est nous qui votons pour nos représentants ici en Europe qui vont ensuite mettre en œuvre des politiques à destination de l'Afrique. Nos États ne vont pas nous sauver, en fait, je ne pense pas. Par contre, la société civile, les mobilisations, il y a peut-être encore des choses à espérer de ce côté-là. Juste un mot pour compléter ce que tu as dit. En fait, il y a l'Union européenne, mais également certains membres de l'Union européenne font des jeux de solistes. L'Allemagne, par exemple, fait sa propre politique sur l'Afrique et pas sous la bannière de l'Union européenne. Viktor Orban, donc la Hongrie aussi, les Hongrois qui sont actifs et très présents là-bas de plus en plus. Les Italiens. Oui, les Italiens. Donc chacun maintenant, c'est un ordre dispersé qu'on fait. Il y a ce qu'on fait sous la bannière européenne et il y a ce qu'on fait en solo. En son nom propre. Voilà. Merci. D'autres questions, je crois. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, merci beaucoup. J'avais une petite question et également, si vous me permettez, un petit témoignage. Alors la question, c'était sur le rôle que vous attribuez à la diplomatie de notre président de la République, Emmanuel Macron, sur le raidissement, justement, que vous l'avez bien dit, le raidissement progressif de ces juntes lorsqu'elles sont arrivées au pouvoir. Est-ce que vous pensez est-ce qu'il y a un rôle qu'ils ont joué? Est-ce que le rôle de M. Macron, du président de la République, dans sa façon de pratiquer la diplomatie, a joué un rôle là-dedans? Voilà, ça c'est la première question. Allez-y, qui veut répondre? Oui. Alors, le premier coup d'État au Mali en août 2020, entre août 2020 et mai 2021, qui est la date de ce qu'on a appelé le coup dans le coup au Mali, c'est-à-dire le deuxième coup d'État par les militaires qui évacuent les civils qui étaient encore présents dans les sphères décisionnelles côté malien. Donc, entre août 2020 et mai 2021, on a un régime de transition, mais qui est encore assez proche de la France. Et Macron lui tresse même des lauriers à l'époque pour dire qu'en quelques mois, ils ont accompli plus que Ibeka auparavant. Ce coup-là de août 2020, il faut quand même replacer les choses historiquement, n'a pas été si mal accueilli par Macron à l'époque. Hein. Vraiment, ils étaient fatigués de Ibeka. Et ils n'ont pas applaudi non plus au coup d'État militaire, mais ils n'étaient pas mécontents de le voir disparaître du paysage, et ils n'étaient pas mécontents de voir Mokhtar Ouane président à l'époque. Non, c'était Mokhtar Ouane Premier ministre et Ban Dao président. Et c'est après que les choses se sont dégradées. Donc il y avait eu une volonté de remaniement ministériel, la doublette Ban Dao Mokhtar Ouane voulait se débarrasser de Sadio Camara, qui était ministre de la Défense. Et ça, c'était une ligne rouge pour les militaires. Et à partir de là, les choses sont allées de Caribe en Silla dans la relation entre la France et le Mali. Et c'est à ce moment-là aussi que Choguel Kokanamaga est devenu Premier ministre, qu'il a fait venir ses réseaux russes, qu'il a invité les Russes. Et là, ça ne devenait plus possible pour les Français. Ça ne devenait pas tolérable. Mais pendant toute cette séquence-là,
de fait, oui, Macron a fait bévue sur bévue, il a fait ce fameux discours, je crois que c'est d'ailleurs aussi en mai 2021, où il dit on ne peut pas sacrifier nos forces, libérer, pacifier des territoires, et ensuite se retrouver face à l'anomie de l'État malien. Grosso modo, voilà, on vous fait le job, vous ne venez pas mettre vos fonctionnaires, comme si du jour au lendemain, on pouvait créer un État dans des zones où il n'y avait jamais vraiment eu d'État, et de fonctionnaires, et de dispositifs de santé, et d'écoles, etc. Donc oui, plus le ton arrogant, etc. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que ces bévues-là ont changé fondamentalement le cours de l'histoire? Ça, je ne suis pas sûr de la réponse, en fait. Peut-être que la trajectoire aurait été un petit peu la même, Macron ou pas Macron. Mais de fait, Macron n'a pas joué les choses très très finement, de même que le basculement côté Niger, une fois que les troupes françaises ont été chassées du Mali, ça a été appelé la réarticulation du dispositif français. Plus personne ne disait Barkhane, il ne fallait surtout pas utiliser le terme Barkhane parce que ça allait affoler l'opinion publique nigérienne, donc on disait réarticulation et nouveau paradigme. Maintenant, les Français seront dans les bases aux côtés de leurs camarades. Et en fait, non, l'amalgame au plan militaire n'a jamais fondamentalement marché. Je ne sais pas s'il y a des militaires dans la salle, je suis sûr qu'ils seraient très fâchés d'entendre ça, mais moi, je ne peux pas comprendre que des gens qui ont prétendu pendant des années être des frères d'armes, du jour au lendemain, trahissent les Français. C'est bien qu'il y avait quelque chose qui flanche, qui ne marchait pas au plan aussi de la coopération militaire, quoi, et de la lutte sur le terrain contre les mouvements djihadistes. Donc oui, la France a fait plein de bévues, a peut-être accéléré le truc. Sylvain Ité, l'ambassadeur de France au Niger, a aussi peut-être un petit peu dérapé. Est-ce que ça change fondamentalement le cours d'histoire? Je ne sais pas trop. Même si on disait au Niger que la coopération se passait mieux entre les militaires français et nigériens, juste parce que je vois que le temps file et que vous aviez une anecdote, et je voudrais juste qu'on passe aussi le micro pendant que vous racontez votre anecdote au monsieur qui est tout au fond de la salle, mais qui a peut-être un micro en fait dans la main. Oui, juste, d'accord. Eh ben, je vous en prie, monsieur, et ensuite on vous entendra. Oui, vraiment rapidement. Il se trouve que je travaille pour une société française qui a des usines dans l'Aube, en Côte-Picarde et en Anjou. Et je travaille avec le Mali et d'autres pays africains depuis de très longues années. Je vais au Mali depuis de très longues années. Et pour la première fois cette année, enfin en février et puis également en décembre, j'ai pu me déplacer parce que lorsque je vais au Mali, je travaille avec des hommes d'affaires, des grands grossistes, et qui m'interdisaient souvent de monter un peu plus haut que le nord de Bamako parce que c'était un peu dangereux. Pour la première fois, j'ai pu me déplacer tout seul en prenant, je ne connais pas beaucoup le Mali, mais bon, même si je suis noir, ce n'est pas toujours très facile. En prenant le bus et en partant jusqu'à Ségou et même jusqu'à Mopti. Donc, la question de la sécurité, c'est pour ça que peut-être que je pense que la population accorde du crédit. Bien sûr qu'il y a des problèmes après, des problèmes économiques qui doivent être résolus aussi, mais dans un premier temps, je pense que les Maliens admettent qu'il y a plus de sécurité dans leur pays. Mais quoi qu'on en dise, bien sûr qu'il y a des poches au nord, ça chauffe encore, mais l'armée malienne est jusqu'à la frontière algérienne. Elle s'y trouve, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps. Avec des gens qui sont retrouvés morts, d'ailleurs, qui voulaient rejoindre la frontière algérienne et qui ont été retrouvés morts, a priori tués par l'armée malienne. Donc la sécurité est relative, mais en tout cas, vous avez pu prendre un bus. Toujours est-il que les populations ressentent qu'il y a un peu plus, et font crédit de cela à l'armée, et ils ont besoin, ils ont envie que l'armée soit forte, parce que c'est la base de tout, en fait, la sécurité. Tout le reste ne peut pas se faire quand les gens ne peuvent pas se déplacer d'une région à l'autre, quand les populations se battent les unes contre les autres, les Dogons contre les Peuls ou les Peuls contre les Foulbés, etc., etc. Donc c'est ça, ce travail-là qu'ils sont en train de faire. Merci, voilà, monsieur. À mon avis. Merci pour ce témoignage et peut-être... oui, merci beaucoup pour vos interventions très enrichissantes. Alors ma question touche un peu à l'économie du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Je travaille dans la coopération internationale pour le développement et j'observe que c'est des pays qui bénéficient beaucoup d'aide au développement à travers l'USAID, enfin la coopération américaine, l'Union européenne, l'Agence française de développement. Et la question que je me pose, c'est est-ce que cette aide est toujours la bienvenue? Aujourd'hui, l'Algérie a décidé d'arrêter la coopération internationale dans le cadre du développement avec la France.
Et je me demande si le Burkina Faso, le Niger et le Mali ne feraient pas pareil. Et si l'aide est toujours bienvenue, est-ce que les sociétés financières internationales telles que l'Union européenne, l'Agence française de développement et l'autre bailleurs multilatéraux ou bilatéraux consentent toujours à fournir ces financements et dans quel but? Et la deuxième question, c'était est-ce que... Rapidement, s'il vous plaît, ouais. parce qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup. Est-ce que la situation actuelle ne s'inscrit pas un peu dans un multi-alignement de ces pays à l'image d'autres pays qui étaient auparavant non alignés? Des États qui multiplieraient les alliances. Francis Patindé, sur la deuxième question ou la première, vous n'avez pas... La deuxième, c'était vraiment sur... peut-être là-dessus, on peut commencer là-dessus, sur le multi-alignement. Est-ce qu'on est face à des États qui aujourd'hui se disent on va arrêter de tout miser sur une alliance ou deux, mais qui aujourd'hui... C'est un mouvement général aujourd'hui. Les gens veulent multiplier les partenaires, que ce soit des Turcs. Si vous avez besoin de bons drones, c'est les Turcs. Mais même le commerce et tout ça. Turkish Airlines couvre quasiment tous les pays africains aujourd'hui. Vous voyez, ils ont besoin des Turcs, ils ont besoin des Allemands individuellement, des Chinois, parce que l'un des premiers partenaires, sinon le premier partenaire de l'Union européenne, c'est la Chine aussi. Il n'y a aucune raison que les Européens commercent avec la Chine et qu'ils empêchent, par exemple, les Africains de le faire. Donc en Afrique aujourd'hui, tout le monde est bienvenu, quels que soient les Brésiliens, tout le monde peut venir, les Indiens et tout pour les médicaments. Donc... et puis les gens voient ce qui se passe en Europe, ils voient le délitement de l'Europe aussi. Parce qu'au moment du Covid, on a vu qu'on n'avait pas de masques et qu'on nous a dit que ce n'était pas important les masques. Mais il a fallu attendre les premiers avions qui arrivaient de Chine. Et on n'avait pas de médicaments, on n'avait pas de respirateurs. Donc les Africains, comme ils sont dans un monde global, ils observent tout ça et ils comptent des points, comme on le compterait depuis Paris. Donc il faut la même chose. C'est vraiment comme il faut les prendre comme nous, comme tout le monde. Voilà, c'est tout. Ils font les mêmes bévues, ils font les mêmes analyses, ils font les mêmes calculs, ils sont façonnés avec le même cynisme. Voilà. Et en quelques mots, Yvon Guéchawa, pour répondre à la première question sur la fin des aides internationales. La FD, c'est fini, ils sont plus sur place. Il faudrait prendre au cas par cas selon les pays. Par exemple, au Niger, il y a encore un peu la Suisse. Je ne sais pas ce que font les Allemands exactement. Je pense qu'il doit encore avoir quelques petits programmes. Mais non, tous les gros projets occidentaux, Union européenne et français notamment, sont suspendus. Et ça a représenté un coût pour des populations, accès aux soins, de certains dispensaires qui étaient par exemple financés 100% par des coopérations bilatérales. Il reste des humanitaires. MSF continue d'opérer dans ces zones-là. Mais oui, ça s'est tari de manière assez dramatique. Merci. Oui. Juste un mot. Et, par exemple, Air France ne va plus dans ces trois pays. Niger interdit le survol, alors que c'est capital pour aller au Bénin, pour aller au Congo, pour aller partout. Alors que, par exemple, au Mali, pas d'Air France, mais une autre société, une autre compagnie française y va, Corsair. Corsair est une société française, donc elle y va quasiment tous les jours. Voilà. Et pourquoi? Parce que en fait, Air France a suspendu ses vols sur instruction du Quai d'Orsay et de l'Élysée, et ils ont voulu revenir, et le gouvernement malien a dit non, c'est pas vous, vous ne nous avez pas informés pour suspendre, et maintenant vous ne pouvez pas reprendre comme ça. D'accord. Voilà. Alors que les Corses ont été plus directs. Merci beaucoup, merci pour toutes ces informations, éclaircissements, analyses. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et merci à vous d'avoir été là. Et les dialogues du Créé Branly continuent dans les semaines qui viennent. Alors, je suis désolée, je n'ai absolument plus les dates en tête. Je sais juste que pour ma part, je reçois le 3 avril Elgas, un jeune essayiste sénégalais qui réfléchit au malaise postcolonial et comment repenser les relations entre la France et certains pays d'Afrique, notamment le Sénégal dont il est originaire. Mais je ne sais plus si Xavier Mauduit a une table ronde la semaine prochaine. Je suis désolée, mais je vous invite à regarder le programme et merci encore.